Bonsoir à tous, très heureux de vous savoir nombreux et branchés sur les ondes de la radio Logos Live pour cette nouvelle édition du journal mise en onde par Prosper Balek. La présentation est de Patient Moubiaï sous la réalisation d'Augustine Tseya. Augustin Kadila nous coordonne. À la une de ces journaux, ce 27 septembre, c'est la journée nationale du refus de l'échec scolaire célébrée à l'occasion de penser à tous les enfants qui n'ont pas pu supporter leur échec scolaire pour des raisons diverses. Trouvez des réactions des victimes dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Merci de rester les nôtres. Ouvrons déjà ces journaux. La Commission électorale nationale indépendante, signée en sigle, a présenté son rapport annuel au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en soulignant l'importance d'une gouvernance électorale transparente et responsable. Cette échéance constitue une occasion privilégiée de faire le point sur les élections antérieures et d'explorer les solutions pour optimiser les processus électoraux, renforçant ainsi la légitimité et la confiance des citoyens envers leurs institutions. Augustine Tseya pour plus d'explications. La présentation du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante au président de l'Assemblée nationale est un moment clé pour la démocratie d'un pays. Cela témoigne la transparence et la responsabilité des institutions chargées de gérer les processus électoraux. Un tel rapport peut fournir des informations cruciales sur l'état des élections, les défis rencontrés ainsi que les mesures prises pour améliorer l'intégrité du système électoral. C'est également une occasion pour les parlementaires de poser des questions et d'engager les dialogues sur les prochaines élections et les réformes nécessaires. Cette démarche renforce la confiance des citoyens dans les processus électoraux et rappelle l'importance des collaborations entre les différentes branches du gouvernement pour garantir des élections libres et justes. Toutefois, il est essentiel que les recommandations issues de ces rapports soient prises en compte et mises en œuvre pour assurer une collaboration continue du système électoral. Poursuivons avec la politique. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce jeudi 26 septembre l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents de services publics de l'État. Cet annuaire a pour objectif d'améliorer la gestion des ressources humaines dans la fonction publique de la RDC. De plus amples explications dans ce reportage de Roselyne Bombo. Cet annuaire permettant une meilleure connaissance des effectifs et bien plus qu'un simple document administratif, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer les ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. Le temps où l'État payait des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité, en disposant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle pouvant nous permettre de veiller, conformément à la Constitution, au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. Pour Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, cet annuaire représente un outil important favorisant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Rappelons que cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028. Sur les chapitres de la sécurité, cette fois-ci, la première session de la commission technique mixte sur la démarcation des frontières entre la RDC et le Soudan du Sud a été lancée ce jeudi 26 septembre 2024 par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo lors d'une célébration à Kinshasa. Le but de cette ouverture de cette session est d'aboutir à la signature d'un protocole d'accord sur la sécurité et la paix entre la RDC et le Sud-Soudan. Suivez cet extrait de
Roselyne Bombo. Présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Dès lors, la commission technique mixte mettra en branle son programme pour la démarcation de la frontière commune, suivant une méthodologie qui sera arrêtée et un budget adéquat. Je formule le vœu de voir ces assises se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. Toujours sur la sécurité, lors de sa visite dans les territoires des Kasenga, les forces de l'ordre ont barricadé la route au député provincial Julien Kassanya sur l'axe Minga-Lukafu. Ces éléments de la police disent avoir reçu l'ordre du lieutenant Kasserika d'interrompre la tournée de ces députés du parti Ensemble pour la République parce qu'ils n'avaient pas prévenu la hiérarchie policière de son arrivée dans cette contrée de la province du Haut-Katanga. Dans une vidéo amateur filmée par les témoins, Julien Kassanya et les militants du parti Ensemble pour la République qui l'accompagnaient ont été dispersés des forces. L'un des policiers a menacé d'ouvrir les feux sur celui-ci si ces derniers résistaient. Cet élu du peuple des Kasenga n'avait pas cessé de revendiquer ses droits en dépit des antagonismes. Cet acte de violence exercé sur ces parlementaires constitue une violation de l'article 109 de la Constitution congolaise qui dote aux députés le pouvoir de circuler sur toute l'étendue de la République pendant les vacances parlementaires sans être inquiétés. Poursuivant avec ce journal, une accalmie s'observe dans les camps des déplacés situés à Mungunga, à l'ouest de la ville de Goma, après une panique qui a prévalu à l'aube ce jeudi 26 septembre. La situation a été causée par les affrontements entre les Wazalendo et les rebelles de FDLR. Commentaire de Jessica Sifa. Un épaissement relatif s'observe depuis les matins de ce jeudi 26 septembre dans les camps des déplacés situés à Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, après une panique qui a prévalu ce jeudi. Plusieurs personnes déplacées qui avaient fui regagnent humidement leurs milliers, a dit le chef du quartier. D'après plusieurs sources, cette situation a été causée par les affrontements à l'armée lourde et légère signalés dans la région Roussayo, dans les parcs des militaires des FARDC, des éléments de la force d'autodéfense pour la partie Wazalendo et les rebelles des FDR. Par ailleurs, les autorités locales de la société civile affirment que c'est le troisième incident qui oppose l'armée au FDR et Wazalendo dans cette partie qui domine les camps des personnes déplacées et qui les expose à des risques. Aussi dans ce journal, par sa résolution 68.32 à la suite de la réunion du haut niveau sur les désarmements tenue le 26 septembre 2013 à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 septembre de chaque année Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'occasion pour la communauté internationale de réaliser son engagement. Cette journée permet de sensibiliser aux avantages socio-économiques des mondes exempts d'armes nucléaires. Toujours dans ce journal, par sa résolution 68.32 à la suite de la réunion du haut niveau sur les désarmements tenus le 26 septembre 2013 à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 septembre de chaque année Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'occasion pour la communauté internationale de réaliser son engagement. Cette journée permet de sensibiliser aux avantages socio-économiques des mondes exempts d'armes nucléaires. Poursuivant dans ce journal, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sourds et demi-ouïes célébrée du 23 au 28 septembre 2024, les groupes de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique célèbrent la journée mondiale des sourds. Initiée en 1958, cette journée vise à sensibiliser les personnes sourdes
et à promouvoir les langues des signes. Les groupes de travail appellent à la ratification urgente du protocole pour garantir leurs droits. Cet événement souligne l'importance de l'inclusion de personnes sourdes dans toutes les sphères de la vie humaine. Le directeur Kaozi revient sur les difficultés qu'éprouvent ces personnes sourdes dans ce reportage de Nicolette Noubi et Sintish Kina. Cette semaine s'engage à promouvoir la sensibilisation et l'inclusion des personnes sourdes au sein des sociétés afin d'informer le public sur les défis et les personnes sourdes. Au complexe scolaire EFATA, une école de cas spéciaux, les enseignants éduquant les élèves dépourvus de la faculté d'expression soulignent les difficultés auxquelles ils sont débutés dans la dispensation de cours. Les pays dans lesquels nous sommes vraiment un pays en voie de développement. Nous n'avons pas l'équipement qu'il faut, en principe, pour dispenser correctement ce système d'enseignement. Ça demande beaucoup de choses. Mais c'est fait malheureusement que les écoles que nous avons, ce sont des écoles missionnaires. Qui veut dire, dans l'esprit du fondateur, c'était démontrer à notre gouvernement que les enfants sourds-muets ont toutes les capacités, si on lui donne tous les atouts, pour vraiment se développer. Mais il s'est fait malheureusement que notre gouvernement se recherche encore, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas une école officielle. Pour parvenir à dispenser les cours de façon compréhensive, ces instituteurs recourent à beaucoup de méthodes, renchérissent-ils. Moi, je suis formé pour ces enfants. Je suis très content du fait que l'enfant sourd, il est sourd. Vous ne pouvez pas le changer, le faire sourd pour un entendant. Non, c'est difficile. Alors comme c'est difficile et que l'enfant ne sait pas parler, mais il sait du moins communiquer avec un autre moyen. Ces gestes-là, c'est une langue naturelle pour un enfant sourd. Il ne faut pas l'opposer au geste. Non, parler, non. Cet instituteur appelle les autorités à reconnaître et à traiter les personnes sourdes sur un pied d'égalité comme tous les citoyens. Je l'ai tout de même annoncé au sommaire, l'Organisation mondiale des Nations Unies célèbre selon son calendrier le 27 septembre de chaque année la journée mondiale du refus, la journée nationale du refus de l'échec scolaire, une occasion de penser à tous ces enfants qui n'ont pas pu supporter d'aller jusqu'au bout de leurs études pour des contraintes telles que le manque des moyens, l'incapacité d'atteindre le pourcentage recommandé pour la réussite. Découvrez de plus amples explications dans ce focus que porte la voix de Meshach Mukendi. Cette journée est célébrée à l'initiative de l'association de la Fondation étudiante pour la ville et ses partenaires. Le thème de réflexion de cette célébration s'intitule « Tous égaux devant la lecture ». Une intitulé qui met l'accent sur la nécessité d'accorder à tous les enfants du monde à se trouver une place au sein de l'école. Chaque année, 150 000 élèves environ quittent les systèmes scolaires sans diplôme, soit près d'un jeune sur 5. La lutte engagée concrètement contre l'échec scolaire implique les mois une réflexion approfondie sur nos politiques d'éducation avec l'ensemble des acteurs de l'éducation, notamment les professeurs, les instituteurs et les moniteurs pour ne citer que ceux-là. La journée du refus de l'échec scolaire est portée par un vaste réseau d'organisations représentant les enseignants, les familles et les parents d'élèves qui jouent un rôle très important dans l'éducation de leurs enfants. Toujours sur ce même chapitre consacré à la journée nationale des refus de l'échec scolaire, notre rédaction a approché un directeur d'études et d'autres élèves ayant subi des échecs aux examens d'État sur la question de savoir comment gérer cette situation. Des éléments de réponse, c'est dans ce reportage de Yolande Malangou. Chaque 27 septembre de l'année est célébré comme la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Sur cet aspect, le directeur Stéphane Mbombombo nous explique l'impact de l'échec sur les élèves. Un enfant qui a échoué, il doit nécessairement reprendre l'année. Il y a des conseils que nous donnons aux parents et nous nous faisons voir là où
l'enfant a des faiblesses et il peut être encadré à la maison. S'il a besoin d'un encadreur, nous pouvons lui désigner quelqu'un, mais qui n'est pas son maître, quelqu'un d'autre. Il peut l'encadrer dans le domaine que nous avons jugé qu'il est très faible. Sur cette même question, Ursule Malango, ancienne élève de l'école Bomberger, nous donne plus de détails de ce qu'elle a enduré lors de sa première reprise de l'année en 6e des humanités. Je me souviens très bien concernant mon échec de la 6e. Ça n'avait pas été facile pour moi parce que je n'avais jamais échoué, même pas dans une période, depuis que j'ai commencé à étudier. Alors, c'était vraiment un choc, mais grâce au conseil de gens, grâce à la prière, et même Dieu avait vraiment intervenu et j'ai surmonté cela, mais j'ai signalé que c'était vraiment un coup dur pour moi parce que je n'ai jamais goûté à un échec, c'était ma première fois. Alors, grâce au conseil de gens, à la prière, et Dieu était avec moi, j'ai surmonté. Selon M. Benjamin, en tant que père des familles, il les encourage et établit les règles pour mettre un terme aux préoccupations inutiles. Bon, pour aider l'enfant à ne plus échouer, il faut l'accompagner, parce que les enfants sont sous la responsabilité des parents ou des tutelles. Accompagner l'enfant, c'est une responsabilité à prendre. Il faut aider l'enfant à bien s'occuper de ce qui lui est demandé comme charge, prendre des dispositions, essayer de limiter son temps de jeu, limiter son temps de distraction, par exemple la télévision, et essayer de l'encadrer de manière à ce qu'il prenne conscience qu'il faut s'engager pour la vie. Et donc le parent ou le tutel doit avoir un œil regardant sur l'enfant pour essayer de recadrer les tirs, limiter les occupations inutiles qui ne vont pas avec la réussite de l'enfant, par exemple. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Il y a les enfants auxquels on peut juste donner un conseil pour faire réfléchir la personne et prendre conscience. Il y a les enfants qu'on doit accompagner. Par exemple, les tout petits, il faut leur aider à faire les devoirs, les préparer pour aller dormir, les accompagner à dormir. Et ça dépend de l'âge de l'enfant et c'est que le parent ou le responsable peut prendre comme méthodologie et technique. Tous les acteurs majeurs sont appelés à bien encadrer les élèves qui subissent cette situation du refus d'échec scolaire. Enchaînons aussi dans ce journal après la libération des près de 1685 prisonniers de la prison centrale de Makala par le ministre de Justice Constant Mutamba. Certaines personnes se sont livrées à nouveau à des délits. Alors sur la question de savoir les retombées de la libération massive des prisonniers sur la société, Thierry Mpiana, criminologue, donne sa lecture de la situation dans ce reportage des Jemima Osumba. Quelques jours après la libération des 1685 prisonniers à la prison centrale de Makala, Kinshasa, c'est dans le cadre des désengorgements des maisons carcérales en RDC. Ces détenus ayant bénéficié de la liberté se sont adonnés à nouveau à des crimes. Face à cette situation, Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine des droits de l'homme, ASADO en sigle, a déploré cette libération massive des prisonniers et l'absence d'un encadrement et d'une réinsertion sociale suffisante. Pour lui, le ministre devrait contacter préalablement les familles de ces détenus pour s'assurer de leur capacité à encadrer et prendre en charge ces affranchis au moins pour 1 mois. De son côté, Thierry Mpiana, criminologue, estime que cette libération massive des prisonniers des milieux de détention peut, dans un cas, avoir des retombées négatives sur la société et de l'autre. Ou, par exemple, pour d'autres personnes qui sont senties victimes et qui ont appris maintenant du fait de la réaction de la sanction leur infligée, de l'attitude de la société qu'ils jugent, qu'ils mal jugent ou peut-être qu'ils jugent injuste à leur égard, ils peuvent se dire maintenant délinquants carrément et ils peuvent agir ainsi. Ça, là, il y a à craindre. Mais il y a aussi d'autres qui peuvent estimer que, bon voilà, j'ai mérité ce que je devais et voilà que c'est une opportunité pour moi d'être libéré et profitant des mesures de monsieur le ministre. Cela n'a pas de conséquences.
Parmi ces personnes libérées, certaines ont été emprisonnées sans procès et d'autres ont été gravement malades et n'avaient pas bénéficié des soins médicaux adéquats. Sur les chapitres du sport, cette fois-ci dans le cadre de sa mission de revitaliser les secteurs sportifs congolais, le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, s'est rendu en Azerbaïdjan, accueilli par son homologue azerbaïdjanais Farid Gaïbov, j'ai bien prononcé. Le ministre congolais a signé un protocole d'accord marquant une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Commentaire de Jemima Osumba. Le ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Didier Boudimbu, a signé un protocole d'accord marquant une nouvelle ère de coopération entre la RDC et l'Azerbaïdjan. Ces partenariats stratégiques visent à mettre à profit l'expertise azerbaïdjanaise qui a brillé aux derniers Jeux olympiques de Paris en remportant 7 médailles dont 2 en or. En s'inspirant de ces modèles de réussite, la RDC attend renforcer ses propres performances sportives et développer ses infrastructures. Par ailleurs, ces protocoles d'accord permettra à la RDC de bénéficier de ses services tels que l'échange d'expérience, la formation de ses cadres sportifs, la préparation de ses athlètes en Azerbaïdjan et l'appui de ces pays au développement des infrastructures. Il s'est dénoté que, pour Boudimbu Didier, ces partenariats vont ouvrir de nouvelles perspectives pour les athlètes congolais et leurs encadreurs techniques en appuyant sa vision dans la gestion des infrastructures sportives. Chutons par cette actualité, toujours dans les cadres du sport, la Confédération africaine de football CAF en sigle a récemment annoncé que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie accueilleront conjointement le championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle 2025. Prévu du 1er janvier au 28 février, cet événement promet d'être un moment fort pour le football africain avec 19 équipes plus tôt en compétition pour les titres. Commentaire de Marcel César. Le 26 septembre 2024, la Confédération africaine de football CAF a focalisé l'attribution de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2025 à la Kenya, à l'Ouganda et à la Tanzanie. Ce tournoi qui se déroulera du 1er janvier au 28 février 2025 marque une étape importante pour le football dans cette région, mettant en lumière les talents locaux et soutenant le développement du sport. Le communiqué de la CAF a également précisé que des informations concernant les stades et les sites d'entraînement seront communiqués en temps utile. Les 3 pays qualifiés d'office en tant que pays hôtes participeront aux éliminatoires qui s'étaleront sur plusieurs dates clés. Aura lieu entre le 25 et le 27 octobre 2024, suivi des 2 autres tours en novembre et décembre. En tout, les 19 équipes seront présentes pour la phase finale. Chaque zone de la qualification y compris IFAO A, IFAO B, UNIFA, UNIFAC et COSAFA, vers 3 de ces équipes qualifiées. De plus, la région de la FECAFA, qui comprend les pays hôtes, bénéficiera d'une place supplémentaire grâce à sa qualification automatique. Cette compétition, qui met en avant les joueurs évoluant dans leur ligue nationale, constitue une occasion unique de renforcer l'identité footballistique des nations africaines et de promouvoir le talent locaux sur la scène continentale. Les regards sont désormais tournés vers 2025, alors que les équipes se préparent à rivaliser pour le titre tant convoité. C'est par cette actualité sportive que s'achève ce journal mis en onde par Prosper Balek, présenté par Passia Moubiaï, Augustine Théa, Florent Beningue et Ernest Dario étaient à la réalisation de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Logos Live.